le faut, ils doivent acquérir des compétences multidimensionnelles. Ces compétences peuvent être liées aux aspects fonctionnels que vous connaissez certainement, tels que l'élaboration des stratégies achats par famille et le pilotage du processus achat opérationnel, comme elles peuvent lier à d'autres dimensions, comme les soft skills, la communication, la négociation, la capacité de persuasion, la gestion de la relation fournisseur. D'autres compétences sont de nature plus technique, comme la gestion des projets technologiques pour la digitalisation des processus achats et d'autres dimensions de compétences que l'acheteur doit développer. Alors, pour explorer ensemble en détail ces compétences, j'ai le plaisir de vous présenter nos directeurs achats qui sont en même temps nos formateurs dans le cadre du cycle manager achat que nous allons lancer incessamment. Donc, nous avons parmi nous Madame Imen Mawid qui occupe le poste de Purchasing Manager à NABC Coca-Cola, Madame Mounia Khouresh, directrice des achats à Lafarge Holcim, Madame Hsna Rachami, ex-directrice des achats du groupe Bouzi Cheli, j'espère que je l'ai bien prononcé, et aujourd'hui elle est consultante internationale. Monsieur Yassine Serhani, président de l'Association marocaine de la communauté achat et directeur achat et affaires générales dans les secteurs de la finance et de la grande distribution. Monsieur Yassil Haoud, président du comité formation de l'AMCA et ex-manager sourcing à Nestlé Maghreb. Et moi-même, je suis enseignant-chercheur à SK École de Management. Je dirige les programmes achat et supply chain à SK et auparavant, j'ai exercé le métier de responsable achat à l'IDEC. Donc voilà, je voudrais maintenant passer la parole à nos directeurs achats pour partager avec nous les compétences qu'elles recherchent aujourd'hui chez les responsables achats ou les acheteurs seniors lors des opérations de recrutement. Et par la suite, je donnerai la parole à M. Yassil Haoud, président du comité formation, pour nous expliquer en quoi le certificat manager achat, que conçu par AMCA et SK, pourrait développer ces compétences demandées par les directeurs achats des grands groupes. Donc voilà, sans plus tarder, je donnerai la parole à Madame Mounia Khouresh pour nous parler des compétences requises lors des opérations de recrutement des acheteurs lancées par Lafarge Holcim. À vous la parole, chère Madame Mounia Khouresh. Alors, merci, professeur Amr. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et surtout de participer à cette initiative qui me tient énormément à cœur. Alors, pourquoi ? En tant que directrice des achats, j'ai des obligations et j'ai des devoirs. Les obligations que j'ai, c'est de participer fortement à augmenter la rentabilité et la profitabilité de la société, de ma société et en l'occurrence du pays. Et comment je peux faire ça? C'est en recrutant les talents, les acheteurs talentueux. Alors, qu'est-ce que j'attends de ces acheteurs talentueux? Alors, ce que j'attends de ces acheteurs, c'est qu'ils aient les soft skills et les hard skills. Et aujourd'hui, c'est une opportunité inouïe que l'ESCA aujourd'hui présente ce master des managers achats, parce que c'est à travers ce cycle-là qu'on va pouvoir dénicher ces jeunes talents qui vont vraiment participer au développement de l'économie de la société et l'économie nationale. Ce qu'on attend en tant que directeur achat dans la fonction achat. Tout d'abord, on attend que l'acheteur soit un change maker. Aujourd'hui, on ne recrute plus des acheteurs qui sont spécialisés dans le transactionnel, dans le consulter, collecter le devis
négocier un pourcentage et passer commande. Non, non, ça c'est révolu. Le monde est en train de changer. On l'a remarqué pendant ces dernières années et ça a été confirmé pendant cette période de Covid. Le monde est en train de changer et on a besoin d'acheteurs qui changent aussi de mindset et qui think out of the box. Qu'est-ce qu'on attend des acheteurs? On attend bien sûr des acheteurs qui développent des soft skills, capacité de négocier, bien communiquer, adaptabilité, agilité, engagement, sens de collaboration. On attend ça, c'est un must. Mais ça, c'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais c'est pas du tout suffisant. Qu'est-ce qu'on attend de nos acheteurs? On attend des acheteurs l'esprit de leadership et surtout de strategic thinking. Aujourd'hui, la société décline une stratégie de la société. Et l'acheteur met en place ce qu'on appelle la roadmap achat, la stratégie achat qui est en ligne avec la stratégie de la société et qui met en relief la valeur ajoutée, sa contribution dans le résultat de la société. Parce qu'aujourd'hui, la valeur ajoutée de l'acheteur est valorisée financièrement. On voit l'impact de la négociation achat dans le PNL de la société. Donc, on a besoin d'acheteurs qui réfléchissent à des solutions créatives, à des produits de substitution, à des produits innovants, à mettre en place un processus digital, à implémenter de nouvelles technologies pour pouvoir tirer les prix vers le bas, optimiser les coûts et offrir aux clients internes des solutions optimisées et répondre à leurs besoins. Et c'est ce qui va permettre le développement et de la compétitivité de la société. Qu'est-ce qu'on attend aussi de nos acheteurs? On attend aussi de nos acheteurs qu'ils développent différentes skills, mais surtout développer la relation avec le sous-fournisseur, qui est un must aujourd'hui. On a l'obligation d'avoir un SRM au sein de notre société. Développer un assessment, un risk assessment, donc analyser les risques de nos achats et savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour chaque cas. Développer les techniques de négociation et surtout développer ce qu'on appelle le financial analysis. Avant de faire un pas en avant, il faut que j'ai mon TCO, il faut que je valorise le pour et le contre et il faut que j'ai une idée claire sur mon impact financier. Donc ça, ce sont aussi les technical skills qu'on souhaite avoir chez un acheteur qu'on désigne le change maker. Le troisième volet, qui n'est pas des moindres, sont les high compliance value. Quand on parle de high compliance value, on parle des règles santé-sécurité. Un acheteur doit les maîtriser. On parle des règles ABCD, la loi anticorruption. On parle des lois anti-concurrence. On parle du Business Code of Conduct. Donc, tout ça nous mène vers ce qu'on appelle des achats responsables. Et donc, l'ensemble de ces éléments, de ces skills, pour moi, personnellement, englobe ce qu'on appelle un acheteur talentueux et un change maker. Voilà. Ben, j'espère, c'est Amr, que j'ai répondu à ta question. Oui, certainement, certainement. Et votre réponse est tellement exhaustive que je retrouve toutes les compétences que vous avez citées dans les derniers rapports de recherche et également des rapports professionnels. Et ça existe également au Maroc dans des structures qui adoptent les best practices dans le domaine du procurement. Merci beaucoup, chère Mounia. Merci. Merci à toi. Je passe maintenant à Imen Mawid, manager procurement à NABC Coca-Cola. À toi la parole, cher Imen. Merci, Siam. Bonsoir à tous. Alors, bon, moi, pour répondre un peu à cette question, je vais quand même commencer par rappeler un peu le contexte de la fonction achat en entreprise. Alors, un peu d'histoire. Je pense qu'au fil des années, la fonction achat ou le rôle de l'acheteur a évolué de plusieurs oppositions. On se rappelle qu'on parlait initialement d'un acheteur passif. C'est une personne en fait qui était là pour un aspect transactionnel, pour suivre éventuellement des livraisons, donc la toute petite partie logistique des livraisons. Par la suite, cette même fonction a évolué vers un rôle de, entre guillemets, négociateur. Donc là, on met en avant en fait toutes les capacités de mise en concurrence de fournisseurs, de négociation et ce qui s'ensuit avec tout le souci coût.
Mais aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, bon après ça dépendra de la perspective de chacun, aujourd'hui dans le contexte économique actuel, qui est, on le connaît tous, c'est un contexte super complexe, c'est un contexte très concurrentiel, c'est un contexte volatile, changeant, avec beaucoup d'innovation. Donc dans un tel contexte, la fonction achat, en fait, c'est revisité, si je peux me permettre le terme, et c'est confirmé sur une position différente. Donc, l'acheteur aujourd'hui, et c'est là où je répondrai un peu à la question du jour. Donc, l'acheteur d'aujourd'hui, c'est en fait quelqu'un qui permet à l'entreprise de maintenir ses marges, voire même de les améliorer dans un monde très concurrentiel et un monde où on a tous les coûts en amont qui sont en train de flamber. Donc, l'acheteur, parmi ses missions, c'est d'essayer de maintenir au maximum ou d'améliorer les marges de son entreprise. Donc, tout ça se fait à travers des approches de rationalisation de coûts. C'est aussi la personne qui permet à son entreprise de se positionner en termes d'innovation. Donc, un acheteur, c'est une personne très regardante sur l'innovation. C'est une personne qui va aller bien maîtriser son environnement, bien connaître son marché, bien être ouvert à toutes les nouveautés. Donc, un acheteur, en fait, c'est quelqu'un qui doit aimer le changement, qui doit aimer l'innovation et qui doit aller vers l'inconnu. En fait, c'est quelqu'un qui doit aimer ça. Donc, aussi, c'est l'acheteur, par définition aussi, c'est quelqu'un qui a un fort relationnel, c'est quelqu'un qui a des compétences, des soft skills, comme ce qui a été cité auparavant, en termes de persuasion, en termes de communication, en termes de compréhension, en termes d'écoute. Donc aujourd'hui, le travail de l'acheteur, on ne peut pas demander à un acheteur ou à un responsable achat, en tout cas, de connaître tous les métiers, de connaître toutes les techniques. Mais sa capacité d'écoute, sa capacité d'analyse, sa capacité d'ouverture d'esprit et de vision large lui permet de se positionner dans les différents portefeuilles qu'il doit gérer par la suite. L'acheteur aussi, moi, c'est quelque chose que je vis au quotidien. L'acheteur est le garant de l'image de marque de son entreprise, de sa brand image. Aujourd'hui, ce que vend l'entreprise, c'est ce qu'en amont, l'acheteur lui a fourni. Donc, mon image de marque sur le marché est un peu ce que l'acheteur, ce que la fonction achat va aller fournir à son client. Aussi, un point très important qui a été aussi souligné auparavant, et c'est un point sur lequel j'insiste. En fait, l'acheteur d'aujourd'hui, c'est un risk manager, c'est un supply risk manager. Donc aujourd'hui, 2020, je pense que personne ne va oublier dans sa vie l'année 2020, que ça soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. On a tous été, autant qu'acheteurs, confrontés à des situations où on a dû, je dirais, évaluer notre stratégie risque. Donc, on a tous fonctionné. Bon, moi-même, je pars en fait, ce que je dis là, je le dis à partir de mon expérience personnelle et mon parcours personnel. Donc, on a tous dans nos objectifs, dans nos tâches quotidiennes, des leviers, notamment le levier risk management. Et c'est cette année qu'on l'a vraiment exploité, qu'on l'a utilisé, qu'on a pu l'évaluer. Donc, l'acheteur aussi l'acheteur, c'est quelqu'un en fait qui doit, à mon sens, être un bon gestionnaire de projet. Donc, je reviendrai aussi au point sur tout ça, en fait, au point des soft skills. Donc, les soft skills sont des éléments très décisifs et pour forger, en fait, le profil de l'acheteur. Comme j'ai cité tout à l'heure, ça a été cité, c'est tout ce qui est communication, tout ce qui est relationnel, tout ce qui est capacité de gestion en transverse, tout ce qui est problem solving aussi. Donc, un acheteur, en fait, c'est la personne à qui on vient poser une situation, on vient poser un problème, et puis il doit être doté d'une capacité de thinking, une capacité d'analyse pour trouver la solution et apporter la solution à son entreprise. Bon, en fait, pour moi, c'est un peu les éléments que, à partir de mon expérience, sont ressortis très souvent comme éléments clés dans la réussite de ma mission autant qu'acheteur en entreprise.
J'espère avoir répondu à la question et avoir apporté du nouveau par rapport à ce qui a été déjà cité par ma collègue Mounia et par vous-même, Siam, auparavant. Oui, certainement. Merci beaucoup, Imen. Donc, on va dire que 80% des compétences sont communes par rapport aux celles qui ont été déclarées par notre chère Mounia Kouresh. Mais quand même, vous avez rajouté de nouvelles compétences comme problem solving. Oui, c'est très important, surtout dans des situations d'incertitude, il y a des problèmes. Donc, l'acheteur doit bien analyser les causes de problèmes et proposer des solutions créatives. D'ailleurs, ça a été également dit par Monia. L'acheteur doit proposer des solutions créatives et faire preuve de soft skills notamment dans la partie strategy thinking. Donc voilà, on demande plus de créativité à l'acheteur pour faire face aux incertitudes. Merci beaucoup, Imen. Je passe maintenant la parole à Madame Hsna Rachani, qui est aujourd'hui consultante. Donc, elle occupait le poste de directeur achat dans une multinationale et aujourd'hui, elle est consultante. Probablement, elle a accompagné les directions achats dans des missions de recrutement. Donc, Hsna, d'après toi, quelles sont les compétences clés demandées par les directions achats aujourd'hui? Déjà, je vous remercie. Je remercie l'initiative parce que effectivement, tout le travail qui a été fait, que ce soit par l'AMCA en collaboration avec l'ESCA, fera certainement, contribuera à faire évoluer la fonction achat localement et puis sur le plan national. C'est ce qu'on souhaite tous à travers ce cursus. Donc, pour répondre à votre question, professeur Amr, le gros, il a été déjà souligné par Madame Mounia et Madame Imen, qui font partie de grands groupes et qui ont qui ont eu cette intelligence de faire progresser la fonction achat et la positionner là où elle devrait être positionnée. Ce n'est malheureusement pas le cas encore chez pas mal de groupes marocains, surtout au niveau des PME. Donc, qu'on essaie on va dire, d'accompagner et de faire prendre conscience que la fonction achat, elle n'est pas uniquement une fonction d'optimisation des coûts. Bien évidemment, ça reste la base, l'optimisation des coûts, mais pour couvrir les besoins au juste prix. Mais ce n'est plus la seule fonction aujourd'hui, on va dire, qu'occupent les achats. On essaie de leur expliquer toutes les dimensions que la fonction achat couvre. Et effectivement, moi, je vois à travers mes interventions chez certains clients que la prise de conscience, elle commence à se faire, surtout dans des moments de crise comme ceux qu'on vit en cette année 2020, mais pas que. Donc, aujourd'hui, la fonction achat, elle a énormément évolué et donc cette évolution, elle est passée de la fonction administrative des achats à la fonction d'optimisation des coûts, de cost killer, à une fonction de management des risques au niveau des achats, une fonction de développement et de recherche d'innovation. C'est une fonction aujourd'hui qui cherche à capter l'innovation, à ramener sur la table, je veux dire, de la valeur ajoutée pour les organisations. De plus en plus, aujourd'hui, effectivement, les entreprises sont conscientes de cela, surtout que de l'organisation est beaucoup plus maîtrisable que derrière les marges qu'on peut faire au niveau des ventes et qui sont sujets à beaucoup d'aléas, à beaucoup de choses qu'on ne peut pas maîtriser à l'avance. Donc, effectivement, au niveau de la fonction achat, donc je ne vais pas redire ce qui a été brillamment expliqué par Madame Mounia et Madame Imen. La fonction, je veux dire, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est bien évidemment des professions, enfin des compétences
technique, je veux dire technique dans l'activité de l'entreprise et aussi technique liée au métier de l'acheteur, savoir toute la partie sourcing, négociation, tout l'aspect management des contrats, etc. Mais également, de plus en plus, on parle de risk management, de management des risques. On va parler de compétences juridiques, de compétences réglementaires, contractuelles, normatives. C'est de plus en plus des personnes qui doivent absolument maîtriser leur contexte, maîtriser les standards, ça dépend de l'activité de l'entreprise. On peut être sujet à des standards internationaux, on est sujet à une réglementation qui est locale, à des normes marocaines, donc aux aspects contractuels. Donc, il y a aussi ces compétences-là juridiques et contractuelles que de plus en plus on demande à avoir au niveau de l'acheteur. Bien évidemment, le risk management, et ça, on aura tout le plaisir de partager dans le module le risk management de ce cursus-là avec les participants, tout le processus risk management et comment le déployer à la fonction achat. Et puis, on demande aussi comme compétence qui rentre dans les soft skills, l'intelligence émotionnelle, emotional intelligence, et l'intégrité. Il faut savoir qu'un acheteur aujourd'hui, s'il n'est pas doté de cette intelligence émotionnelle ou de ces qualités, on va dire, humaines, relationnelles et surtout d'intégrité professionnelle, il aura du mal à nouer des partenariats gagnant-gagnant avec ses partenaires, pour ne pas les nommer des simples fournisseurs. Ce qu'on recherche, c'est vraiment des relations durables, des relations qui vont être gagnant-gagnant, qui vont faire évoluer les deux parties, que ce soit l'entreprise cliente ou bien le partenaire, de manière à tracer un chemin ensemble et puis à fonctionner ensemble dans les moments durs et dans les moments, je vais dire, normaux. Donc, et ça, c'est en fait, je veux dire, la capacité de l'acheteur à faire preuve de cette qualité d'intelligence émotionnelle fait justement avancer les relations et surtout asseoir une certaine confiance entre les deux partenaires et être dans une relation durable. C'est ce qu'on recherche également, parce que l'achat, ce n'est pas du one-shot, c'est pas on fait un achat une seule fois et puis non, c'est effectivement s'inscrire dans la durabilité, dans la pérennité des relations et puis en toute transparence, essayer de vraiment avoir des business qui sont gagnant-gagnant, que chacun trouve son compte dans cette relation commerciale. Donc voilà, aujourd'hui, moi, pour compléter un peu ce qui a été dit, ce que je pourrais rajouter comme compétences qui sont recherchées et sur lesquelles les acheteurs actuels ou futurs, ceux qui ont la vocation de devenir acheteurs, doivent pour moi absolument travailler. Bien évidemment, il y a toute la partie digitalisation des achats qui aujourd'hui, on est, qu'on le veuille ou pas, on est dans l'ère du digital. Et il y a aujourd'hui pas mal de choses qui devraient être automatisées dans les entreprises, dans le processus achat, de manière à ce que l'acheteur puisse dégager du temps à faire des actions qui ont beaucoup plus de valeur ajoutée pour l'entreprise. C'est-à-dire tout ce qui est redondant, toutes les tâches qui ont une moindre valeur ajoutée doit absolument être aujourd'hui digitalisé de manière à ce que l'acheteur puisse investir son temps dans ce qui est recherché, à savoir l'innovation, à savoir l'évolution des technologies, à savoir le développement des partenariats avec les différents partenaires, etc. Donc voilà, la fonction achat, c'est vraiment une fonction pivot.
elle est en relation avec que ce soit l'écosystème externe avec toutes ses composantes, les partenaires externes, que ce soit les fournisseurs, les sous-traitants, je veux dire, tous les intervenants externes à l'entreprise, mais il est également en relation avec en interne, avec les prescripteurs internes, la production, la maintenance, les départements qualité, hygiène, sécurité, environnement, que Mme Mounia a cité. Effectivement, toutes ces activités, elles sont en relation avec la fonction achat, et ce qui donne à cette fonction une dimension, mais vraiment très importante dans l'organisation. Et on ne peut pas aujourd'hui passer, je veux dire, à côté de cela et laisser faire, on va dire, les achats comme cela se faisait dans les années 70. Les choses doivent absolument évoluer et être à l'image de notre époque et de ce qu'on vit aujourd'hui. Donc voilà pour ma part. J'espère avoir apporté des choses, dire par rapport à votre question, j'espère avoir répondu et avoir apporté de nouvelles choses. Merci beaucoup. Je vais profiter encore de votre temps, chère Husna, si vous acceptez, avant de passer la parole au président. Volontiers. Sur l'intelligence émotionnelle. Ça m'a interpellée. C'est vrai que nous avons évoqué les soft skills, tout ce qui est négociation, communication, teamworking, etc. C'est très important. Mais pourquoi vous avez évoqué l'intelligence émotionnelle? Est-ce que les compétences de la négociation sont insuffisantes parce que c'est une démarche quand même qui est pragmatique? Et en pensant à cela, l'acheteur, c'est vrai qu'il se situe au carrefour de plusieurs parties prenantes avec des objectifs antagonistes. Il y a le client interne qui peut être à la fois un technicien comme un directeur, avec des réticences au changement comme avec une prédisposition au changement. Il y a le directeur financier qui propose un budget qu'il ne faut absolument pas dépasser avec des indicateurs sur le fonds de roulement, etc. Le directeur achat qui souhaite ramener l'innovation et l'acheteur, je dirais même le pauvre acheteur, au milieu de tout ça, doit comprendre les émotions des autres, rester dans le canevas des objectifs et faire preuve de créativité pour satisfaire tout le monde. Donc voilà, comment déjà il peut développer… Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Donc l'acheteur aujourd'hui, il est confronté à différentes contraintes internes et externes. Mais je peux vous dire, pour l'avoir vécu pendant certaines années dans une entreprise où on va dire, le business a commencé à se porter mal, cette intelligence émotionnelle qui a été pratiquée avec pas mal avec l'ensemble des partenaires dans le processus achat pendant des années, m'a permis à moi, personnellement, avec mon équipe, dans cette organisation-là, de vraiment traverser des moments très difficiles, main dans la main avec les partenaires. C'est-à-dire que le partenaire, quand vous vivez ces problèmes, quand vous les comprenez déjà, et quand vous les vivez, et quand vous essayez aussi de lui apporter un plus, c'est-à-dire que au lieu de demander à un sous-traitant, par exemple, de vous communiquer ou là, de vous élaborer tel ou tel document qui n'est pas capable ou dont il n'a pas les moyens de répondre, au lieu de cela, vous travaillez avec lui, vous essayez vraiment de l'accompagner. C'est vraiment un travail d'accompagnement, d'entraide qui fait que le partenaire, il sent que vous êtes plus qu'un client. Vous êtes un partenaire qui va le faire évoluer et qui va le faire avancer tout en faisant du business. Donc, et il vous le rend bien. Je vous assure qu'il vous le rend très bien en termes de délai de paiement. Il vous le rend en termes de prix déjà.
qui intéresse la plupart des acheteurs en termes d'accès à une meilleure tarification. En termes de conditions d'achat, il vous fait bénéficier des nouvelles technologies dès qu'il les développe au sein de son organisation. Il vous fait bénéficier de conseils parce que chacun est, on va dire, spécialisé dans son activité à lui. Donc, on ne peut pas être connaisseur du métier du partenaire. On est connaisseur de son propre métier et chacun est connaisseur de son propre métier. Mais quand le prestataire ou le partenaire, il sent qu'il est dans une relation gagnant-gagnant, dans une relation qui s'inscrit dans la durée, dans une relation où il y a de la transparence, où il y a de la confiance, il vous donne plus que ce que vous attendez. C'est-à-dire, c'est très important pour moi d'être dans ce genre de relation parce que c'est quelque chose que vous apportez, ce que vous recherchez sur le plan budgétaire, mais également ce que vous recherchez sur la durée. Et encore aujourd'hui, dans des organisations avec qui j'ai travaillé en tant que consultante, je vois que certains acheteurs tirent encore sur le fournisseur, limitent, l'étranglent pour avoir justement pour être cohérent avec les objectifs de budget, les objectifs de coût, sans pour autant vraiment avoir cette intelligence de se placer vraiment, je veux dire, à la place du prestataire. Bien sûr, il faut faire son travail de négociation, il faut faire son travail d'acheteur, je ne dis pas que… Mais il y a un juste équilibre, il faut savoir s'arrêter là où on doit s'arrêter. Je vois encore des acheteurs qui poussent, mais jusqu'à altérer des relations qui ne devraient pas être altérées parce que ce fournisseur-là ou ce prestataire-là, le client en a besoin plus que, je veux dire, plus qu'autre chose pour son activité. Donc, il faut absolument que les acheteurs d'aujourd'hui prennent en considération ça, soient intègres, soient transparents, tout en faisant leur travail. Et ça permet de parcourir un chemin ensemble et de s'inscrire dans la durabilité. Merci beaucoup, chère Hesna. Je passe maintenant au président de l'Association marocaine de la communauté achat. Je ne cesse pas de le répéter, pour moi, c'est le leader des acheteurs au Maroc, mais également en Afrique francophone. Cher Yassine Serhani, en écoutant nos directeurs achats, donc certainement vous confirmez ce qui a été dit, mais en même temps, vous qui possédez à la fois la casquette AMCA et qui reçoit énormément de demandes de recrutement de la part des entreprises marocaines, et également en tant que recruteur dans votre structure, comment voyez-vous, l'évolution des compétences des acheteurs et deux, les besoins des entreprises? Est-ce qu'ils s'alignent effectivement avec ces compétences qui viennent d'être déclarées par nos directeurs achats? À vous la parole, cher président AMCA. Yassine, le micro, s'il vous plaît. Micro. D'accord. Donc, shukran, c'est Amr. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'organisation de ce After Work avec l'équipe SK. Je remercie les intervenants qui ont aussi accepté d'intervenir dans ce module de formation, surtout cette séance-là pour partager leur expérience. Et aux participants aussi qui sont là avec nous, je les remercie de leur présence. À vrai dire, nous sommes une association, une confrérie. Donc, le rôle de leader est juste symbolique, mais réellement, il y a toutes les forces et les parties prenantes qui participent dans le projet AMCA. Et il y a même les partenaires AMCA aussi qui sont derrière nous, qui aident à ce qu'on puisse réaliser tout ce qu'on veut au niveau de l'association. Et donc, la consécration, c'était l'étude de Michael Page de l'année 2020, qui confirme que le deuxième salaire maintenant, actuellement au Maroc, c'est celui du directeur achat après la direction générale. Donc ça, c'était un travail de longue haleine où tout le monde a participé, partenaires, adhérents, membres du bureau, les différents bureaux qui se sont succédés.
et SK aussi, qui est un partenaire stratégique de l'association. Donc, tout ça a fait que le rôle de l'achat est devenu de plus en plus connu et reconnu. Et donc, et derrière aussi rémunéré correctement. Et pour ceux qui ne sont pas encore, pour ceux qui ne sont pas encore fait, ça se fera certainement parce que là, le signal est donné à tout le marché de l'emploi. L'étude confirme que le deuxième salaire après directeur général aujourd'hui, c'est directeur des achats et par conséquent, c'est les équipes achats aussi. Alors, concernant le recrutement, et concernant aussi les compétences de l'acheteur, comme vous le savez, il y a un adage qui dit on pousse la compétence jusqu'à l'incompétence. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux être compétent, je peux utiliser mes compétences jusqu'à les saturer ou les épuiser, on va dire ça comme ça, et je deviens incompétent. Et ça explique quelques cycles de fonctionnement de travail où les gens travaillent dans des entreprises 3, 4, 5 ans et après ils changent d'entreprise, parfois sans raison, on va dire, valide, parce que ces entreprises continuent à les motiver, à les former, tout ça. Et c'est un problème, de rémunérer, les rétribuer pour le travail qu'ils ont fait. Mais le problème, c'est surtout cette formation qui doit être continue et maintenue dans le temps pour renouveler cette compétence, parce qu'on a utilisé toutes les compétences qu'on a, on les a mis en place, ils ont arrivé à leurs résultats. Et là, on arrive à saturation. Et il faut relancer le cycle avec une formation. Et justement, là, notre formation-là, il s'inscrit dans cette volonté de faire on va dire, de former des acheteurs et des responsables managers achats d'un certain niveau et non pas du niveau, on va dire, standard qui existait sur le marché, qui est de moins en moins existant actuellement. Il faut savoir que plusieurs entreprises sont restées sur une approche basique des achats. On est plutôt focalisé sur le traitement des DA. Voilà, parfois, on crée quelques familles techniques avec certains acheteurs techniques. Et donc là, c'est une approche qui s'apparente plus à l'approvisionnement qu'à l'achat. Il y a des négos, bien sûr, mais c'est des négos, on va dire, des négos pas basés sur la partie technique, sur la partie analyse du besoin, mais surtout sur le montant final. Donc voilà, parfois la négociation tourne mal ou on n'apporte pas les résultats voulus au départ. Quelques procédures achats standards. Et parfois pas d'outil achat ou avec un outil très basique qui n'est pas intégré dans le RP de l'entreprise. Donc là, l'idée, c'est que de montrer un petit peu le rôle de cette fonction-là dans l'approche stratégique, dans ce qu'elle peut apporter à toute l'entreprise, surtout si on sait que le budget d'achat aujourd'hui représente en moyenne 60% du chiffre d'affaires de l'entreprise et qu'on peut gagner pas mal d'argent en allant chercher des économies, mais parfois aussi des valeurs ajoutées, pas uniquement les économies. Donc, cette approche cost-killing commence à ne pas être d'actualité. Et là, on parle de création de valeur que l'acheteur peut créer. Donc, aujourd'hui, l'acheteur peut bien sûr créer de la valeur s'il est intégré au moment de la conception du produit ou de l'affaire, donc c'est-à-dire au niveau de la direction générale. Et là, il peut apporter toutes ses ressources, c'est-à-dire son portefeuille fournisseur, son savoir-faire à lui et le savoir-faire des confrères pour participer à la conception. Et à ce moment-là, on parle d'acheteur créateur de valeur où il va apporter de la valeur plus qu'il apporte déjà en matière d'économie, de standardisation et donc de stratégies, on va dire, simples qui existaient déjà dans l'entreprise. Donc là, c'est le time to concept, donc c'est un gain de temps pour mise en marché de produits nouveaux, des solutions nouvelles, grâce à un savoir-faire fournisseur. Et donc là, on voit de plus en plus, on va dire, des open innovation, donc des opérations open innovation, qui sont créées par des acheteurs par rapport à des fournisseurs, à un portefeuille de fournisseurs qui peuvent apporter de l'innovation à l'entreprise. C'est de l'innovation acquise grâce au savoir-faire des fournisseurs et non pas des ressources internes. Et donc ça montre vraiment que l'acheteur, lui, peut être un créneau, un canal, on va dire, d'apport important de valeur ajoutée à l'entreprise. Donc maintenant, à cet acheteur-là, pour qu'il soit dans cet état d'esprit, et on a fait une approche au niveau de l'ESCA-AMCA double. Une approche, on a dit, voilà ce que veulent les directeurs achats. Une approche aussi par rapport aux participants, on va dire aux gens qui veulent bénéficier de la formation, des membres de l'AMCA, qui ont aussi exprimé leurs besoins de formation par rapport à des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et on a consolidé ces besoins-là dans 7 modules. Et ces modules-là répondent à ce besoin double de mettre l'acheteur à l'ordre du jour, on va dire, en termes de savoir-faire, connaissance métier. Et ce qui est très bien, c'est le choix le recrutement des formateurs qui sont des formateurs qui ont pratiqué ça et qui ont une grande expérience, qui travaillent dans de grands groupes ou des multinationales, ou qui ont une expérience multi-client. Mais tout ça, ça va permettre on va dire, de faire passer ce message par rapport à ce qu'on a conçu comme module ensemble, par rapport aux participants et
surtout comment ils vont le maîtriser en l'appliquant au quotidien. Donc, je pense que la formule, elle est très bien montée. Donc, voilà, et je pense que en termes de conception, en termes de réalisation aussi par les intervenants, on aura un résultat très positif. Et l'idée, c'est de voir ces managers achats d'arriver au même niveau et pourquoi pas devenir des directeurs achats aussi. Ça, c'est un point important. Malheureusement, entre la pratique achat en termes d'acheteurs et de manager achat, c'est un peu différent du directeur. Là, on parle stratégie achat et on parle stratégie d'entreprise, comment la stratégie achat peut supporter la stratégie d'entreprise. Et donc là, c'est un autre niveau d'analyse, de conception, un autre niveau de pilotage aussi, qui doit être acquis chez le directeur achat. Et justement, c'est l'idée, c'est de faire participer les directeurs achats à l'animation de cette formation pour partager leur savoir-faire dans cette partie-là. Et donc aussi, on a attaqué, on va dire, on a attaqué des points innovants qui se concernent la digitalisation achat, des dossiers qui sont nouveaux. Parfois, certaines entreprises sont bien avancées, d'autres qui n'ont pas encore commencé. Et l'idée, c'est cet assessment, on va dire cette étude qui a été faite par le comité de formation, il a permis de mettre en sous lumière ces aspects-là et de les intégrer dans la formation. Et donc voilà, donc maintenant par rapport au recrutement, il faut le dire, on peut avoir deux acheteurs A et B qui ont, on va dire, le même nombre d'années d'expérience, mais qui ont acquis des compétences différentes. Et c'est les compétences qui font la différence entre un acheteur et un autre acheteur. D'ailleurs, le système anglo-saxon ne reconnaît pas les diplômes, mais reconnaît les compétences. Et la certification, c'est la validation des compétences, c'est-à-dire la maîtrise de certaines pratiques professionnelles et la capacité de le mettre en exécution dans le poste qu'on occupe. C'est ça une compétence. Et aujourd'hui, les cycles certifiants, on va dire, qui ont été montés, sont été montés selon une conception anglo-saxonne qui reconnaît la possibilité, la capacité et les capacités de la personne à mettre en place, et non pas un document qui dit qu'on s'est fait former sur quelque chose. Parce que là, c'est toute la différence. Et donc, ces acheteurs-là qui ont des compétences sur les modèles qu'on va les former et qui vont les acquérir, ils vont être capables d'évoluer aussi en direction achat parce que là, ils auront on va dire, les outils, tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Et c'est pour cela que c'est une formation vraiment professionnelle. Bien sûr, il y a un cadrage académique qui a été fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau académique en termes d'ingénierie de formation et d'ingénierie pédagogique. Mais il faut le dire aussi, c'est un contenu qui est vraiment updated. C'est un contenu qui est renouvelé et qui est actuel et qui s'adapte aux besoins actuels des entreprises. Le partage de savoir des intervenants, c'est un point très important parce que c'est par les expériences des intervenants, par la création d'un réseau local, parce que les participants là, ils vont être entourés de 5 directeurs achats, ils vont être entourés, on va dire, de 14 ou 15 collègues achats, managers achats. Déjà, il y a un réseau qui se crée déjà à l'intérieur de la formation qui va permettre aux participants d'avoir aussi, on va dire, des possibilités d'information, aussi possibilités de confirmer des choses, de se renseigner sur des choses, d'avoir aussi des collègues professionnels dans le domaine, en plus du réseau de l'association qui est beaucoup plus grand par rapport à la formation. Mais tout ça est mis en place pour qu'on permette aux participants de se sentir bien dans son élément et puissent réellement traduire ce qu'on voit dans la formation en pratique. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de business cases et il y a aussi des jeux de rôle, des choses, des méthodes de formation qui sont adaptées à ce type de situation. Voilà, je pense que j'ai pris trop de temps, donc voilà, je m'excuse et puis je passe la parole à vous, Serme. Merci beaucoup. Merci, cher Yacine, de ces éclaircissements et surtout de cette information capitale que le directeur achat représente le deuxième salaire après le directeur général. Donc, cette information a été révélée, comme vous l'avez dit, par une étude réalisée par McKinsey, c'est ça? Michael Page. Michael Page. En fait, c'est pas au hasard que le directeur achat aujourd'hui va avoir le deuxième salaire dans l'entreprise. C'est pas du tout un hasard. On en avait parlé. Les achats créent de la valeur, maîtrisent les risques, assurent la continuité du business, satisfassent tout le monde dans l'entreprise. Mais qu'est-ce qui fait concrètement que les directions achats ont gagné cette légitimité fonctionnelle de par leur rôle stratégique, mais également en termes de salaire?
est-ce que c'est suffisant? Même le directeur commercial génère un chiffre d'affaires qui permet d'absorber les charges de l'entreprise. Pourquoi? Pourquoi en fait les directeurs achats ont vu cette hausse considérable de leur salaire? Je pense, au niveau commercial, comme a dit Mme Hesna, si on revient aux années 70, il fallait juste produire pour vendre. C'est-à-dire les gens qui ont de la capacité à produire, à proposer quelque chose, donc c'était vendu et ça passe. Là, on est sur de la concurrence internationale, la mondialisation des affaires. Et là, on a de la concurrence à la fois physique et digitale, parce qu'on commence à avoir donc on va dire la présence digitale, des e-boutiques, des e-shops, ce que vous voulez, des services et des produits qui sont présents, qu'on peut acheter à partir de chez soi, sans passer par un canal physique. Et donc là, on commence à avoir de la concurrence de partout. Et donc, la conquête de nouveaux marchés devient aujourd'hui beaucoup plus chère que d'aller chercher à optimiser ce qu'on a déjà. Ça, c'est la première réponse. Donc là, je parle à périmètre, on va dire, constant. C'est-à-dire que je ne vais pas développer une nouvelle activité, rien que ce qu'on a déjà. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de faire une économie de 2% sur ce qu'on achète que de développer le chiffre d'affaires de 10%. D'accord? Donc aujourd'hui, si on est sur un taux de marge de 20%, ben c'est là le calcul vite fait. Donc je peux, moi, économiser 2%. Rien qu'en refaisant les négociations sans introduire aucun élément nouveau. D'accord? Rien, parfois, en passant des commandes séparées à un contrat cadre, un contrat annuel ou triannuel, que d'aller chercher, conquérir un marché à 10%. Et la conquête du marché n'est pas stable dans le temps. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir les 10% cette année, et l'année prochaine, je ne peux pas avoir les 10%. Maintenant, par exemple, là, le contexte actuellement qu'on a, c'est un contexte difficile, et je ne suis pas sûr que les entreprises vont commencer à développer des marchés, mais surtout de préserver ce qu'on a déjà comme clientèle et comme chiffre d'affaires. Et donc là, la fonction achat retrouve toute son importance parce qu'il permet de faire ce travail de réduction des coûts. Mais ça, c'est la base, on va dire, c'est l'action basique. C'est-à-dire, ce n'est pas un développement. Le développement, c'est d'être dans le futur. C'est-à-dire, par exemple, moi, avec mon directeur général, il veut développer une solution, il veut chercher une solution pour le business, il veut attaquer un nouveau marché, une nouvelle filiale, carrément, une nouvelle filiale. J'ai la capacité rapide et immédiate d'avoir de l'information sur le marché, plus que mon directeur général. Pourquoi? Parce que moi, je gère un réseau de partenaires de 100 à 150 fournisseurs. Ce réseau de partenaires, il a aussi un accès à l'information, d'une part, aussi l'information par rapport à ma concurrence à moi, et aussi j'ai un réseau d'acheteurs, dont je suis membre d'un réseau d'acheteurs, qui peut m'informer aussi sur cette partie-là. Et le réseau d'acheteurs, lui, il est en intégration verticale, c'est-à-dire il est sur mes fournisseurs amont et sur mes clients aval ou mes clients aval. Donc là, j'ai toute l'information qu'il faut, rapidement, accessible, et l'information, entre guillemets, vient jusqu'à mon bureau, c'est-à-dire mon fournisseur. Je vais l'appeler, je vais dire, je veux vous voir, voilà, on parle business, et après je lui dis, écoute, on est en train de penser à un projet, ça reste confidentiel, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? Donc l'information, on la reçoit jusqu'à nos bureaux gratuitement. Et ça, c'est une position privilégiée que n'a pas le commercial. Je vais vous donner un exemple qui est vraiment, on va dire, qui illustre vraiment cette partie-là. Moi et mon concurrent, on peut se mettre d'accord sur une action achat commune pour gagner de l'argent ensemble. Mais jamais on va partager notre base client. Jamais on va partager notre savoir-faire client, nos marchés. Ça reste du domaine du confidentiel, intouchable. Mais ça n'empêche pas que je peux me mettre avec mon concurrent autour d'une table et trouver des solutions achat commune pour gagner tous les deux en argent. Donc voilà, donc l'achat, lui, il permet vraiment d'ouvrir des portes que le commercial ne peut pas ouvrir. Et ça peut ouvrir, que ce soit par rapport à réaliser des économies, gérer mieux nos activités, répondre plus, satisfaire nos utilisateurs internes, mais aussi développer de nouveaux produits et de nouveaux marchés. Et là, je fais l'amont du commercial quelque part. Le commercial va vendre ce que je vais développer avec ma direction générale. D'accord? Mais qui le développe? Qui va écrire les cahiers de charges? Qui va chercher le partenaire qui va réaliser une partie? C'est nous, c'est les achats. Donc nous, on attaque en aval, aider le commercial à faire son activité, mais on attaque en amont. C'est-à-dire même, on parle affaires et produits, on ne parle plus acheter une prestation pour répondre à un besoin. Là, on achète le produit qu'on va vendre, on va participer à sa conception. Donc là, le commercial n'est même pas au courant du produit ou de l'affaire. Et c'est là où on gagne en remontant en hauteur. Et ça, c'est un peu le travail des directeurs achats qui travaillent plus dans le futur que dans le présent. Et le présent, généralement, est géré par les managers achats. Et les acheteurs travaillent sur le présent et le passé, c'est-à-dire l'historisation, les performances,
expliquer le reporting et tout ça. Donc, nous, on est plus sur le futur et une partie sur le présent, bien sûr, c'est le dossier stratégique. Et c'est là où on se répartit les tâches, on va dire la répartition temporelle des activités. Et c'est là où on montre notre valeur stratégique à l'entreprise, à notre direction générale. Et pour cela qu'on peut mériter, on va dire, entre guillemets, le deuxième salaire après directeur général. Voilà, j'espère que j'ai bien présenté la chose. À vous la parole, Sarah. Merci, cher Yassine Serhani, de nous avoir offert comprendre que les gisements de compétitivité se situent aujourd'hui dans la partie amont et non pas dans la partie aval. Donc, on a un business model totalement inversé. Donc, merci de ces éclaircissements, Yassine. Alors, maintenant, je passe à Yassine Haoud, président comité formation, qui a dû nous écouter attentivement d'après ces 4 déclarations des directeurs achats. Alors, Yassine, je vais rapidement faire une petite conclusion, donc je vais regarder mes notes. J'ai noté beaucoup de typologies de compétences, des soft skills et également des hard skills. Donc aujourd'hui, les achats, ce n'est pas le transactionnel, c'est plus de leadership, c'est plus de strategy thinking. L'acheteur aujourd'hui doit proposer des solutions créatives. Il doit faire attention à la gestion des risques dans notre environnement d'aujourd'hui. Il doit également développer des compétences techniques dans tout ce qui est financial analysis, technical skills. Imen nous a parlé de la différence entre acheteur classique et acheteur moderne qui doit à la fois maintenir des marges à travers la rationalisation, mais également contribuer à l'innovation. Madame Hsna Rajami a évoqué une compétence très importante, l'intelligence émotionnelle. Et je pense que le cauchemar d'aujourd'hui pour les acheteurs, c'est cette intelligence émotionnelle qu'ils ne possèdent pas. C'est pour ça qu'on dit que c'est un métier sensible, très, très stressant. Et finalement, le président de l'AMCA nous adressait un portrait sur les nouvelles compétences de l'acheteur et surtout pourquoi le directeur achat aujourd'hui se situe au niveau du 2e rang après le directeur général. Alors, Yassine, comment comment le certificat manager achat, impossible, je ne vais pas te dire qu'il va répondre exhaustivement à l'ensemble de ses compétences, parce qu'il y a des compétences qu'on apprend dans l'entreprise et d'autres compétences qu'on peut apprendre à travers la formation. Mais comment le certificat manager achat pourrait contribuer au développement de ces compétences pour accompagner les nouveaux acheteurs à occuper leur rôle qu'ils méritent dans les entreprises telles que les multinationales représentées par nos directeurs achats. À toi la parole, cher Yassine. Très bien, merci beaucoup, professeur Amr. Si tu permets, juste avant de parler par rapport au cycle, je sais que mes collègues, ils ont tout évoqué pratiquement, mais je vais quand même dire quelque chose. On va dire juste compléter d'une manière synthétique et synthétiser ce que les collègues ils ont dit. Aujourd'hui, si on doit résumer le cycle, on va dire de la fonction achat en 3 verbes. Donc, on était dans une ère d'agir. Donc là, on parle de l'ère production, etc. Donc, un modèle purement réactif pour satisfaire la demande du marché. Il y a quelques années, même aujourd'hui, on peut dire qu'on est passé à, on va dire, plutôt subir avant, mais maintenant, donc, on est sur agir, c'est-à-dire on est passé à un mode un peu plus proactif et on demande plus de proactivité de la part des professionnels des achats dans un milieu difficile et où, on va dire, les gens se battent pour la marge et avec cette conjoncture qui ne cesse d'être de plus en plus agressive. Par contre, je pense qu'aujourd'hui et surtout après cette pandémie, on sera amené à penser à un autre modèle qui est prédire.
Donc là, c'est encore beaucoup plus que la proactivité, mais c'est de la prédiction. On demande à l'acheteur aujourd'hui, avec toutes les compétences qu'il doit avoir, notamment le risk management, de prédire l'avenir. On sait très bien que c'est difficile, mais aujourd'hui, c'est le seul moyen d'assurer une pérennité d'un tel business. Ce qui est passionnant chez l'acheteur, c'est que chaque jour, il travaille sur le diagnostic stratégique parce qu'il doit diagnostiquer un environnement qui est interne, ses stakeholders en tant que business partner, mais également, il doit diagnostiquer un environnement qui est externe, qui évolue et qui change rapidement. Et donc là, c'est quelqu'un en termes plus simples qui doit délivrer ou bien qui doit avoir un SWOT analysis dans sa tête, qui doit appliquer dans toutes ses pratiques, que ce soit au niveau opérationnel ou stratégique. Donc, ce qui fait, on ne va pas tarder dans les compétences, ce cycle qui a été co-conçu entre SK et AMCA, elle est partie de cette philosophie, c'est-à-dire délivrer des compétences qui sont demandées aujourd'hui, mais également des compétences futures qui vont permettre à cet acheteur d'être ce change maker que ma collègue Mounia en a parlé au début de la conférence. Donc, tout simplement, chaque produit, pour qu'il soit compétitif dans un marché, il doit répondre aux besoins de ses clients. C'est exactement ce que nous avons fait, c'est qu'on a adopté une approche de management stratégique en commençant par sonder et mesurer la voix du client qui est la communauté achat. Moi, je dis communauté achat, mais également les directeurs généraux, les directeurs achats, pour voir quelles sont les compétences demandées, mais plus un benchmark qui nous a permis de voir la situation actuelle, mais également l'évolution. Comme font les acheteurs dans leur stratégie achat, c'est analyser une certaine catégorie achat, mais également analyser l'évolution de cette catégorie pour prédire la performance future. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et puis, après un questionnaire et un sondage auprès de la communauté, donc, qui a touché pratiquement des centaines des professionnels achats seniors de beaucoup plus de 15 ans d'expérience, on a défini un certain nombre de modules et de sous-modules que nous avons regroupés en des modules principaux qui constituent ce cycle et qui sont également, on va dire, mis d'une manière entre stratégique, tactique et opérationnelle. Parce qu'on a bien compris qu'aujourd'hui, le défi des entreprises, c'est how to translate strategy into daily activities. Et ça, donc, nous avons pris cette conscience de cette ligne verticale, mais également horizontale à travers, on va dire, l'interaction avec tous les départements ou bien toutes les fonctions. Par la suite, donc, c'est un module qui regroupe des compétences techniques, il y a know-how et know-what, des soft skills, des hard skills, entre leadership, négociation, jusqu'à la compliance et management de risque. Je pense qu'on était dans un modèle prédictif parce que quand même, on a insisté sur le risk management avant même la pandémie. Et ça ne peut que montrer que les acheteurs aujourd'hui sont déjà dans le futur. Le présent, c'est quelque chose qui a été planifié au passé. Donc, à la rigueur, on ne fait que des actions correctives. Par contre, le futur, on le planifie pour avoir des actions préventives parce que la performance qui nous sera demandée demain est beaucoup plus rude et beaucoup plus exigeante et exigée que la performance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'acheteur coach. Aujourd'hui, le directeur achat, je suppose que parmi les actions qui se sont ajoutées durant cette pandémie, c'est comment maintenir déjà un mindset au sein de l'entreprise, de ses collaborateurs, comment gérer l'aspect humain de ses collaborateurs. Donc là, on parle de manager coach. Dans une évolution digitale aussi agressive et qui s'est accentuée encore après cette pandémie, la digitalisation aujourd'hui s'impose. Donc là, c'est d'autres compétences aujourd'hui qui sont demandées à l'acheteur ou bien au directeur des achats. C'est que non seulement on parlait de la digitalisation et transformation digitale, mais là, on passera à un autre niveau. Donc, du coup, l'acheteur doit être également un chef de projet, on va dire, digitalisation achat. Elle est déjà chef de projet achat. Donc,
en interaction avec tous les départements et on pense aux contraintes de tout le monde, au commercial, au directeur marketing, au directeur financier, on pense à la santé financière, la compliance juridique, etc. Mais aujourd'hui, on demande beaucoup plus de choses et on demandera beaucoup plus. Et ça, je pense, la période du Covid ne peut que confirmer ce que je suis en train de dire. Donc, du coup, nous avons, après avoir défini ces modules, nous avons passé à une approche de sélection selon la méthode, une méthode et des standards internationaux. Donc, comme tout le monde le sait, donc SK est certifié et ICCSB. Et donc, nous avons évalué nos formateurs devant un public. Je pense que là, il y avait pratiquement une trentaine de personnes et puis l'évaluation a été faite selon des standards et le retour du public était très important pour nous parce que c'est d'ailleurs le produit que reçoivent les participants par la suite. Et comme vous le savez, donc c'est un corps professoral ou là de formateur qui est senior, c'est des gens qui ont passé plus de 15 ans dans différentes entreprises et ce qui fait qu'ils ne peuvent qu'apporter une vraie valeur ajoutée et des réflexes surtout qui vont nous aider à tracer et planifier notre futur. Voilà, donc j'espère que je n'étais pas trop long, professionnel. Merci Yassir. Quand même, je souhaite que vous nous présentez les modules. Quels sont les modules présentés proposés plutôt par le certificat achat? Alors, très bien. Je dirais que nous avons la stratégie achat, donc comment faire une stratégie achat selon les normes internationales ou bien ce qu'on appelle les 7 steps of sourcing strategy. Bien évidemment, donc là, on verra les dimensions, la dimension stratégique de la fonction achat, mais également la dimension opérationnelle. Bien évidemment, le pilotage de la fonction, et c'est quelque chose dont les futurs managers achats sont appelés de faire en passant par tout ce qui est donc performance management et on va dire mesure de performance afin de délivrer une vraie valeur ajoutée au business, une valeur qui est factuelle et qui permettra de créer cette compétitivité en entreprise. On a un module stratégie achat, un deuxième module pilotage des achats, c'est bien ça? Exactement, donc je peux les énumérer, professeur Ham, si vous voulez. Donc voilà, nous avons introduction au management des achats, donc juste pour permettre une mise à niveau et un alignement en termes de langage, en termes, on va dire, de vision de ce cycle. Par la suite, donc on passera au module 2, voilà, qui va parler, on va dire, des achats, de la dimension stratégique et opérationnelle du processus achat. Par la suite, on passera au pilotage stratégique et opérationnellement des achats. Comme vous voyez, donc c'est vertical, c'est toujours en haut et en bas. Comme le fournisseur, l'acheteur, donc il doit gérer un environnement externe, donc bien sûr, on va voir donc supply relationship management et la gestion de la relation fournisseur dans le temps et dans l'espace. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'acheteur, elle est à la fois chef de projet achat, mais chef de projet digitalisation dans les achats. Donc, on verra un module complet sur la digitalisation des achats. Et là, on ne va pas parler des SI, mais c'est comment conduire un projet de digitalisation et transformation digitale. Et on verra des exemples, on va dire, des solutions qui représentent aujourd'hui plus que 60% des parts de marché dans le monde des SI achats. Donc là, je parle SAP, Ariba, qui aujourd'hui qui sont au top. Bien évidemment, donc un business doit être, on va dire, cadré par le risk management et compliance. Et donc là, les futurs acheteurs, là, les futurs on va dire, lauréats de ce cycle, ils sauront eux-mêmes auditer un processus achat, donc ils n'auront pas du mal à être audités. Et puis, on finit avec un beau module, on va dire, au leadership et négociation achat. Là, je dis négociation achat et pas technique de négociation, parce que technique de négociation, c'est un module qui est standard destiné aux acheteurs comme il est destiné aux commerciaux, mais là, c'est négociation achat, où on va revoir encore les stratégies achat, le TCO, etc., afin de bien préparer sa négociation, parce que tout simplement,
80% d'une réussite d'une négociation, c'est la préparation. Et puis 20%, c'est la gestion de la négociation. Et voilà. Merci beaucoup, cher Yacine. Donc, pour faire un résumé rapidement, avant de donner la parole à l'audience pour nous poser leurs questions. Donc, d'un côté, on a des besoins en compétences dans les grands groupes et les multinationales. Et d'un autre côté, on a une proposition d'une offre de formation qui pourrait en fait combler ces compétences. Pour les besoins de compétences, cher Mounia Khoresh nous a parlé du strategy thinking, de solutions créatives. Alors, pour qu'un acheteur puisse être créatif, sûrement, il doit passer par la mise en place des stratégies achats proactives et même prédictives, comme tu l'as souligné, Yacine, tout à l'heure. Également, il y a la partie gestion des risques qui est très importante et que l'ensemble de nos directeurs achats ont insisté dessus. Et il y a un module qui traite de la partie gestion des risques. La partie pilotage, donc pour créer de la valeur, il faut mettre en place des dashboards et des KPI pour pouvoir mesurer la performance. À quel niveau on contribue à l'innovation, à quel niveau on contribue au saving, etc. Donc, il faut piloter la performance et aussi la partie soft skills, tout ce qui est gestion de la relation fournisseur, négociation, développer une posture de leader. Donc, tout a été pensé dans ce certificat manager achat. Et je le rappelle, comme tu l'as dit, Yacine, avant même la survenance du Covid-19. Et après le Covid-19, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, ces compétences, ce n'est pas du luxe, ça n'existe pas uniquement dans les multinationales qui adoptent les meilleures pratiques, mais aujourd'hui, c'est un must. Je reviens à la déclaration de Yacine Sarhani qui nous a dit aujourd'hui, le commercial, c'est vrai que c'est lui qui génère le chiffre d'affaires, mais tout se passe en amont. C'est l'acheteur qui va co-construire la solution créative avec le fournisseur pour pouvoir répondre aux besoins du marché. Le directeur commercial, aujourd'hui, il vend un produit, mais demain, il va faire face à un client qui demande un produit avec une rupture technologique. Le commercial, il ne va pas communiquer avec la cellule R&D. C'est plutôt l'acheteur qui va fédérer à la fois la cellule R&D, les clients internes avec les fournisseurs pour pouvoir créer de la valeur et proposer une solution créative, comme l'avait annoncé Madame Mounia Khoresh. Donc, on peut dire que ce certificat, il est là, c'est un certificat innovant, il est là pour accompagner les acheteurs afin de répondre aux nouveaux besoins en recrutement dans le domaine des achats d'une manière générale. Donc, voilà, je passe la parole à l'audience qui sont invités à poser leurs questions à nos directeurs achats. Je vous invite à exploiter l'icône chat au-dessous de votre écran. Donc, vous pouvez poser les questions. Je vais les prononcer oralement avant que nos directeurs achats puissent vous répondre. Alors, Madame Meriem pose la question suivante. Est-ce que les achats au niveau des établissements publics seront traités dans cette formation? C'est Amr, je peux répondre? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Allez. En fait, les achats publics, on va dire, c'est un gros chantier, effectivement. Il est géré par un décret donc, ministériel et avec des réglementations spécifiques. Et cette réglementation est concerne surtout la procédure achat, on peut dire ça comme ça, les procédures achat, et gestion aussi de certaines situations, on va dire, administratives au niveau de la procédure achat. Donc, au niveau de la formation, on n'a pas, on va dire, traité l'achat public. On a traité l'achat en général, parce que là, ce qu'on cherche un petit peu, c'est la performance achat.
Comme vous savez, l'acheteur au niveau du public, il doit s'orienter ou s'aligner sur la procédure achat, et tout écart par rapport à la procédure, il peut être préjudiciable, que ce soit pour l'achat lui-même, que ce soit pour l'acheteur. Et donc là, on a jugé, vu les remontées des acheteurs, AMCA, qui ont, on va dire, exprimé leurs besoins en formation, qu'on a jugé plus intéressant d'aller chercher ces nouveaux besoins à satisfaire en termes d'achat. La formation aux acheteurs sur l'achat en public, elle est plutôt utile pour les nouveaux acheteurs qui intègrent le public ou qui étaient plutôt en privé, qui passent au public, qui doivent maîtriser la procédure. C'est surtout ça. Maintenant, bien sûr, au niveau de l'AMCA, on prévoit, à la demande des acheteurs publics, de faire un sorte de workshop sur les achats publics. Mais la formation, moi, je pense qu'une personne qui a fait le public pendant un certain nombre d'années n'a pas besoin de se former sur la même procédure. C'est surtout les nouveaux arrivants à la fonction publique, sur la fonction achat, qui, eux, ont besoin plutôt d'une formation achat pour, on va dire, s'acclimater rapidement et maîtriser le process achat. Donc là, on est sur une vision beaucoup plus large de dire, on est parti à partir de la stratégie achat jusqu'à l'excellence opérationnelle, et on a attaqué chaque point où il y a un apport de la valeur créée par l'acheteur, et surtout on a concentré le contenu sur les nouveautés et sur les besoins des participants et de la communauté achat. Voilà, j'espère avoir pu répondre à votre question, et je donne la parole aux collègues aussi s'il y a des choses à ajouter. Je pense que comme nos collègues opèrent plus dans le privé, ils ne sont pas trop concernés par les achats publics. Néanmoins, juste de par mon expérience modeste, parce que j'ai exercé le métier de responsable de achat dans un établissement public, ce n'est pas un établissement étatique à 100%, on va dire semi-privé, et qui est encadré par le code du marché. Et quand j'ai intégré cet établissement, sincèrement, je n'avais aucune compétence dans les achats publics. D'ailleurs, ça a été dit par Madame Hsna Rachami, dans les achats publics, on doit développer plus de valeurs, des comportements éthiques et du respect des référentiels. Sincèrement, d'après mon point de vue, pour respecter un référentiel, on n'a pas besoin de développer des compétences créatives. On n'a pas besoin d'être un leader. On n'a pas besoin de travailler avec plusieurs parties prenantes et satisfaire tout le monde. On n'a pas besoin même de piloter la performance, parce que même des fois dans les achats publics, on ne négocie pas. On négocie dans quelques situations qui sont particulières pour départager les offres. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que cette formation ne veut pas dire qu'elle ne répond pas aux achats publics. Non, parce qu'il y a des établissements publics qui créent de la valeur. On peut mettre en place une stratégie achat en respectant le code du marché. On peut apporter de l'innovation en respectant le code du marché. Rien ne nous interdit dans les achats publics de faire la prospection. Rien ne nous interdit dans les achats publics de qualifier les fournisseurs avant de les consulter par la suite. Donc, tout dépend du seuil de la consultation ou de l'appel d'offres. Mais, à mon regard, c'est vrai que le code du marché public, il y a une polémique aujourd'hui qu'il faut le revisiter pour plusieurs raisons, mais le code du marché public n'est pas un frein pour intégrer les bonnes pratiques achats telles qu'elles sont pratiquées dans les multinationales. Donc, si un acheteur public souhaite développer des compétences achats alignées avec les standards internationaux, je pense que ce certificat également pourrait répondre à ces besoins dans la perspective soit de transformer l'établissement public, parce qu'ils sont en train d'être transformés et les exemples sont énormes, ou bien par la suite d'envisager en fait une évolution de carrière dans d'autres horizons. Il y a une deuxième question. Très impressionné par l'intervention des 3 directrices achats. Donc, on vous remercie de cette appréciation. Tout a été dit, toutes les compétences listées sont absolument nécessaires pour faire des achats performants au sens large, mais c'est pratiquement impossible de trouver un acheteur
possédant toutes ces compétences. C'est pour cela qu'on ne peut pas exiger ces compétences à un acheteur si l'organisation achat de l'entreprise n'a pas une vision, une stratégie et fonctionnement qui permet de garantir l'existence de ces compétences à travers plusieurs acheteurs travaillant en mode projet, par exemple. Question très, très intéressante et qui est adaptée avec notre contexte marocain. Yacine, tu souhaites prendre la parole? Oui, si vous le permettez. Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir l'entreprise idéale comme on ne peut pas avoir le talent idéal. Donc là, c'est un alignement entre les deux. C'est à mesure et c'est une modélisation de la part, on va dire, de l'acheteur et de la part de l'entreprise. Par contre, nous, en tant que communauté achat et association de la communauté achat, mais également, on va dire, l'institution académique qui est l'ESCA, on essaie de s'approcher le mieux, on va dire, à l'acheteur plus ou moins parfait, indépendamment de la demande de l'entreprise ou bien du contexte. Le plus important, c'est que l'acheteur, on essaie de faire de notre mieux, qu'il dispose des compétences nécessaires pour être performant dans une entreprise au présent et une entreprise future. Et donc là, tant mieux si l'acheteur est surdimensionné, mais le problème, c'est qu'il est sous-dimensionné dans une entreprise qui a une vision et qui a une stratégie, mais elle n'arrive pas à trouver le bon, on va dire, candidat ou le bon acheteur pour être aligné à sa stratégie. Donc là, c'est comme, on va dire, nous, le modèle pour nous, c'est un acheteur virtuel, hein, mais on essaie de faire le maximum pour le devenir. Voilà. Merci, cher Yacine. Donc, si vous permettez, j'aimerais apporter un complément. De par mon expérience, au niveau des directions logistiques et directions achats aux marchandises et au niveau du contrôle de gestion. Donc, c'est des fonctions que j'ai faites par le passé. Et j'étais à la création de la fonction à l'époque. Création de fonction, ça n'existait pas. Et avec mon intervention, on a créé la fonction. Et donc là, il fallait tout créer en termes de changement. C'est-à-dire l'entreprise, elle a une certaine conception de la fonction. Et nous, en tant que personne qui occupe le poste, on crée ce changement-là. Donc, comment on le crée? Dans un premier temps, on a géré un backlog d'achat ou tout ça. Donc, on est dans le quotidien, la tête dans le guidon. On ne va pas avancer si on continue à le faire tout le temps. Donc là, l'idée, c'est de travailler sur des systèmes pour gagner du temps, travailler sur des contrats pour reproduire l'expérience achat et gagner en temps. Et le temps qu'on gagne, on redéploie sur un élément plus qualitatif. L'élément plus qualitatif, c'est qu'on remet des contrats plus intéressants. On commence à parler portefeuille fournisseur, on commence à parler excellence opérationnelle, c'est-à-dire en termes d'exécution de contrat, d'implémentation et des bienfaits. Et là, on remonte encore un niveau supérieur. On commence à parler, on va dire, la partie procédure, bien sûr. On revoit les procédures parce que là, on s'est amélioré au niveau système, on s'est amélioré au niveau de gestion de fournisseurs. Donc là, on remet à jour les procédures. Et là, on remonte encore une fois. Là, je commence à recruter des juniors. Je commence à recruter des assistants d'achat pour les tâches opérationnelles qui se reproduisent. Et moi, je remonte en hauteur. Remonter en hauteur, c'est de parler, par exemple, une mini-stratégie achat, là où je vais dire, sur tel segment, je vais faire ça, je segmente mes achats, mes fournisseurs, le couple produit-marché, c'est-à-dire sur ce que vend l'entreprise, ce qu'achète l'entreprise, je commence à faire des orientations. Et là, par la même occasion, je réponds à une autre question qui dit le directeur achat doit être quelqu'un qui maîtrise plus la stratégie que l'achat. Moi, j'ai dit non. La stratégie de l'entreprise, c'est une stratégie qui dépend des facteurs internes, externes, des orientations des actionnaires. Et moi, comment traduire cette stratégie dans mon périmètre achat? Et c'est là où on devient stratégique. Exemple, la direction générale, il va écrire sur la note de cadrage, parce que lorsqu'on fait des budgets, il y a une note de cadrage. La note de cadrage, il y a les grandes orientations de l'entreprise. Donc là, une des grandes orientations, c'est de dire, par exemple, augmenter la productivité des équipes. Je dis n'importe quoi. Gagner en productivité 5%. Donc, moi, en tant qu'acheteur, j'ai ce qu'on appelle un portefeuille de solutions achats qui permettent de gagner en productivité. Par exemple, ça peut être des améliorations des systèmes d'information, ça peut être la robotisation d'un certain nombre de traitements, ça peut être la façon comment on réalise le travail dans le réseau
dans le siège. Et donc là, en tant qu'acheteur, j'ai cette ouverture d'esprit de dire, voilà, pour ça, je traduis ça comme ça. Même au niveau de mes équipes achats, par exemple, cette année-là, on a le même objectif. Et ben, au lieu de faire des commandes vides, on a fait des commandes pleines, c'est-à-dire une commande avec tous les articles, tous les prix et les quantités qui sont zéro. Et l'acheteur, au lieu de créer une commande, traiter une commande, va juste mettre des quantités et clôturer sa commande. Là, ça m'a permis de gagner de la productivité au niveau des acheteurs. Mais aussi, je propose des solutions d'achat pour les autres personnels de l'entreprise et non pas uniquement les acheteurs. Donc là, c'est la traduction de la stratégie de l'entreprise au niveau de la direction achat. Par exemple, on dit tendre vers la digitalisation. Donc moi, j'ai accès à tous les fournisseurs du marché pour la partie digitalisation. Je rencontre, j'ai des idées. Après, j'ai aussi les utilisateurs internes par rapport à ce qui, on va dire, ce qui rend les traitements plus difficiles, plus lents, plus risqués aussi. Et là, je match les deux informations et je peux proposer une solution d'achat qui répond à ce besoin de digitalisation. Quelque part, je deviens la personne qui traduit la stratégie d'entreprise au niveau de la stratégie achat par des solutions d'achat. Donc, c'est ce qu'a dit Yassine tout à l'heure. Je peux travailler sur la digitalisation achat pour mon métier achat, mais je peux travailler tout simplement, je peux acheter la digitalisation pour toute l'entreprise. Et c'est là la différence. Donc là, mon patron, le grand directeur général, le président, veut digitaliser l'entreprise. Qui le fait? Ben, c'est les SI avec les achats. Donc nous, on a accès aux fournisseurs, on peut avoir des informations et contribuer à la réalisation de cet objectif stratégique qui, lui, n'est pas un objectif de la direction achat. Ça passe par les achats encore. Et donc à ce moment-là, on est dans le futur. C'est-à-dire, je prévois le besoin, j'analyse le marché, je fournis des informations et je contribue en termes d'apport de solutions à l'entreprise. Et j'achète la solution elle-même. Donc, quelque part, je suis dans la stratégie. Mais ce n'est pas moi qui définis la stratégie de l'entreprise. Moi, je définis la stratégie achat à partir de la stratégie de l'entreprise. Donc, quelque part, c'est ma maîtrise de l'achat. Parce que normalement, quand on définit une stratégie, quelque part, on doit réaliser des objectifs. Et donc, c'est ma maîtrise de ma fonction, de mon périmètre, de mes fournisseurs, de la faisabilité des choses qu'ils proposent, qui va faire que cette stratégie, elle est, on va dire, effective et permet d'avoir des résultats réalistes et réalisables ou pas. Donc, c'est un peu l'apport du directeur achat dans la réalisation de tout ça. Donc, je passe la main aux collègues s'il y a des ajouts ou d'autres questions. Alors, comme on a encore des questions, je vais me contenter à une seule réponse pour pouvoir répondre au maximum. Pas toutes les questions, mais au maximum. Merci, cher Yassine. Alors, Madame FF, elle a posé la question, est-ce qu'un directeur achat doit avoir un background en stratégie plutôt qu'en achat et sourcing? Donc, si Yassine vient de répondre à cette question, je passe à la question suivante. Donc, Madame Rim adresse cette question à notre directrice Imen Mawid. Parmi les compétences qu'un acheteur doit acquérir ou d'avoir ce que vous avez mentionné, est-ce qu'il doit être un risque? C'est qu'il doit être un risque manager. Vous pouvez expliquer davantage ce qu'est un risque manager? À toi la parole, cher Imen Mawid. Merci Siam, et puis merci Madame Lim pour la question. Alors bon, avant de, je ne sais pas maintenant si ma caméra est active ou pas. Oui, désolée, tout à l'heure j'avais complètement oublié d'activer ma caméra. Ok, bon, pour commencer, d'abord je dirais que c'est quoi un risque? En fait, un risque en général, c'est un événement qui va venir impacter la réalisation d'une action, la réalisation d'un objectif dans ma fonction au quotidien. Alors concrètement, pour un acheteur, c'est quoi l'approche gestion de risque ou l'approche risk management? Donc là, d'abord, je dirais il y a en fait deux, trois étapes. L'objectif sera en fait de contrecarrer ce risque et de pouvoir y répondre afin de minimiser ou carrément d'éliminer les conséquences ou les dégâts pour son entreprise. Alors, pour pouvoir faire ça, donc la première action déjà, il faut que l'acheteur soit capable d'identifier ces risques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait dans la gestion de risque, faire la cartographie, sa cartographie de risques. Donc il doit pouvoir les identifier, il doit pouvoir les comprendre, il doit pouvoir les anticiper. Maintenant, pour les anticiper, il y a plusieurs moyens. La veille marché, c'est un élément très important.
le risque Covid-19, personne ne l'avait prédit, mais on était tous là, on voyait un peu ce qui se passait à l'international. Et donc voilà, donc là, c'est la veille de marché qui a permis à tous les acheteurs, à tous les logisticiens de pouvoir mettre en place, de pouvoir identifier ce risque et savoir qu'il était en train de venir vers nous. Donc, comme j'ai dit, j'ai parlé de veille comme élément pour pouvoir identifier ces risques. Aussi, la connaissance du marché et la connaissance de ses fournisseurs. Et là où je reviens vers un élément qui a été cité à plusieurs fois, c'est l'aspect partenariat avec les fournisseurs. Donc ici, les fournisseurs, c'est en fait un élément clé et c'est un élément clé dans la réussite du risk management pour l'acheteur. Alors, donc là, on a identifié nos risques, on les a cartographiés, on les a traités. Il faut aller mettre en place son plan, on doit aller mettre en place les solutions. Donc, les solutions, c'est un peu en fait tout ce qui va aller contrecarrer. Généralement, c'est des plans backup, c'est des plans de substitution qu'on va aller activer au fur et à mesure qu'on est dans une situation. Après, là j'ai fait un peu en gros en quoi consiste la gestion de risque, mais je rappelle encore une fois, comme ça a été cité tout à l'heure par mon collègue, la gestion de risque dans les achats fait l'objet en fait de tout un module dans ce cycle. Qui sera traité dans beaucoup plus de détails, avec beaucoup plus de théories, mais aussi d'exemples et de pratiques. Voilà, donc j'espère, Madame Lim, avoir répondu à votre question. Merci. Si je peux juste intervenir par rapport à ça, effectivement, je remercie. Madame Hesna qui va animer le module gestion des risques. Et comme nos directeurs achats sont polyvalents, donc tout le monde pourrait réagir face aux questions. À toi la parole, cher Hesna. Merci beaucoup, Amr. Au fait, on a tous dit, on est tous d'accord pour dire que la fonction achat aujourd'hui, de par son rôle et ses missions, se positionne dans un niveau stratégique dans l'entreprise et dans la performance de l'entreprise. Mais il ne faut pas oublier que c'est une fonction qui est génératrice de risques pour l'entreprise. Donc, de par les choix des fournisseurs, les choix des prestataires, le choix des sous-traitants. Donc, c'est une fonction qui, quelque part, génère aussi des risques pour l'entreprise. Et donc, c'est très important, il est même primordial que cette notion de gestion de risque soit vraiment mise en œuvre à travers, bien évidemment, tout un process qu'on aura le plaisir de partager avec les participants lors du module que j'aurai aussi le plaisir d'animer. Donc, qui va permettre, je veux dire, d'expliquer tout le process. Il faut savoir que le management de risque déjà permet de connaître le risque, de le connaître pour l'anticiper. Parce que quand on imagine les différents scénarios, on se positionne dans les différents scénarios et on essaie de comprendre chaque situation et derrière, je veux dire, d'évaluer les risques associés à chaque situation. Donc, il faut savoir qu'un risque, le risque zéro n'existant pas dans tous les domaines, donc il y a des risques qu'on peut accepter en l'état, il y a des risques qui ne sont pas acceptables. À ce moment-là, il y a des moyens de maîtrise qui vont amener le risque à un niveau plus acceptable. Donc, toute cette démarche ne peut que être bénéfique à la fonction achat. Elle nous accompagne, elle nous donne une méthodologie qui est structurée, qui permet à l'acheteur de se poser les questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce que j'achète? Où est-ce que j'achète? À qui j'achète? Et in fine, comment je vais acheter. Et donc, et tout ça à travers également la cartographie des risques qui accompagnent, on va dire, ce process pour in fine décliner un plan de maîtrise, un plan de prévention de risque, mais que je préfère l'appeler plutôt un plan de maîtrise. Que vous allez vous lancer dans un cours. Non, c'est juste pour donner un peu les différentes, on va dire, étapes clés de ce cours-là.
Mais effectivement, le détail sera vu lors de la formation, mais aujourd'hui, on voit de plus en plus d'ailleurs de fonctions dans les organisations de risk manager. C'est des fonctions qui existent dans pas mal d'entreprises, surtout les institutions bancaires, les institutions financières, mais de plus en plus aujourd'hui, c'est des notions qui sont dans l'industrie, qui sont dans le tertiaire, qui sont dans toutes les activités, et encore plus, comme je dis, dans la fonction achat, puisque la fonction achat est génératrice de beaucoup de risques pour l'entreprise. Donc, elle se doit de les maîtriser. Merci beaucoup. Question suivante, adressée à Yacine. J'ai bien apprécié la nuance au sujet de la négociation achat. Votre formation comporte-t-elle un volet conduite du changement qui nécessite d'ailleurs des compétences de négociation? Vas-y Yacine, à toi la parole. Tout à fait. Donc, le change management process, c'est quelque chose que nous avons intégré surtout dans la digitalisation des achats. Et également, on va le refaire également dans le module de négociation. Comme vous savez, parmi les grands projets où on doit gérer ou la mener cette conduite de changement avant, durant le projet et après, sur la phase stabilisation, c'est le changement. Donc là, qui se ressemble un petit peu avec la négociation avec les clients en interne. Donc là, on doit gérer, on va dire, ce processus, surtout quand on vient avec des idées nouvelles, des produits nouveaux qui sont compétitifs, mais on tombe sur la contrainte qu'un stakeholder il a l'habitude de travailler avec tel produit, ou bien telle marque, ou bien il a des affinités avec un fournisseur. Et donc là, on est obligé de gérer ce changement. Entre parenthèses et d'une manière générale, dans nos modules, il y a un aspect, on va dire, de développement personnel qui est inclus dans pratiquement tous les modules. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit au début, il y a un savoir-faire, certes, il y a une certaine technicité, des compétences techniques à développer, mais on va quand même faire un aperçu quand même approfondi qui va apporter quelque chose de nouveau aux acheteurs, notamment dans la partie développement personnel. Merci beaucoup. Une question de la part de Khalid Ben Taleb. D'abord, je dirais bravo, cher conférencier, c'est très intéressant. Merci à vous, Khalid. Ma question, quels sont vos conseils pour les nouveaux diplômés en supply chain management et achat pour intégrer le monde des achats? J'oriente cette question vers si Yacine Serhani est le plus approprié pour y répondre. D'accord. La position. Donc, moi, je vais répondre à cette question, la question précédente, deux réponses en une. D'accord. Donc, en fait, dans le module stratégie achat, on a privé ce qu'on appelle la matrice maturité achat. Et cette matrice, il va décliner la maturité de l'entreprise, c'est-à-dire chaque acheteur, chaque responsable achat veut se positionner en termes de maturité sur plusieurs axes. Sur l'axe, par exemple, système d'information, procédure, équipe, ressources humaines, c'est-à-dire soi-même et son équipe s'il y a une équipe. On va dire aussi les leviers internes par rapport à la société, la contribution générale interne, les leviers fournisseurs et donc et la communication interne et externe de l'acheteur, parce que l'acheteur il gère tout un process de communication qu'on oublie souvent d'en parler par rapport aux utilisateurs internes de la hiérarchie, mais aussi par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire les fournisseurs. Et donc là, chaque acheteur a la possibilité de se positionner en termes de maturité à 5 niveaux et savoir directement ce qu'il doit faire pour atteindre le niveau suivant. C'est-à-dire pour moi, par exemple, si je suis dans le niveau, par exemple, système d'information dans le niveau 3, ben, le niveau 4, qu'est-ce que je dois faire pour l'atteindre? Et là, c'est écrit exactement ce que je dois faire en termes de changement ou d'amélioration et d'action pour pouvoir l'atteindre. Et donc ça, ça va donner rapidement à chaque participant à la formation l'étape à suivre to-do list pour l'étape suivante. Et bien sûr, il sera aussi les étapes jusqu'à atteindre le niveau maturité, on va dire total, qui est le niveau 5. Donc ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, par rapport à la question qui vient d'être posée, ce que je conseille surtout, c'est la curiosité. C'est la première qualité de l'acheteur. Malheureusement, je dirais, pas mal de recrutements ont été, on va dire, on se trouve avec des personnes intelligentes, qui ont beaucoup de possibilités, de capacités, je dirais ça comme ça. Mais le problème, c'est des personnes qui ne sont pas, on va dire, curieuses.
Et la curiosité, c'est la première qualité d'un acheteur junior. Et on ne peut pas être acheteur si on n'est pas curieux. Ça veut dire quoi, curieux? C'est on s'intéresse à des sujets, on va chercher ce qu'il y a sur le web, parce que là, on a la possibilité d'avoir de l'information beaucoup plus rapidement, de se renseigner auprès de ses fournisseurs, auprès de ses collègues, acheteurs, auprès aussi des utilisateurs internes à l'intérieur de l'entreprise, aussi par rapport à tous les supports existants, par exemple TV, médias, pour savoir plus par rapport au sujet. Et c'est ça un petit peu la force de l'acheteur junior qui démarre. Si lui, il a cette capacité à aller chercher de l'information, de savoir la synthétiser et la présenter, ça présente on va dire, un levier majeur pour son intégration rapide et c'est pour sa réussite en fonction. Et malheureusement, on confond la disponibilité de l'information et la curiosité. La curiosité, c'est d'aller chercher l'information, de la comprendre et de la transmettre. C'est surtout qu'on demande aux acheteurs juniors qui débarquent et qui doivent être rapidement apporteurs de la valeur ajoutée. Et parfois, ça peut être aussi aller sourcer, chercher des fournisseurs. Parfois, je me trouvais sur certains marchés, certaines niches d'achat où il n'y a pas beaucoup de fournisseurs. Et je me renseigne partout pour trouver le fournisseur rapidement. Et ça aussi, c'est une forme de curiosité. Donc, moi, je dirais que c'est la première qualité à aller chercher chez un acheteur junior, d'être curieux et vouloir apprendre et réapprendre aussi. Parce que les choses évoluent dans le temps. On a appris des choses par rapport à certaines technologies qu'on a achetées dans le passé. On doit être capable de remettre en cause, de réapprendre pour acheter de nouvelles choses qui viennent d'être actualisées. C'est la qualité majeure pour un acheteur junior qui débarque dans les achats et qui peut apporter une valeur ajoutée à la direction des achats. Bien sûr, d'autres qualités sont décrites dans la formation, mais pour moi, personnellement, et peut-être je me trompe, mais je pense que c'est la première qualité à aller chercher et développer pour être acheteur. Merci beaucoup, cher Yassine. Alors, il reste 2 questions avant de clore notre afterwork. Et j'invite Madame Mounia Khoresh, si elle le souhaite, pour y répondre. Donc, la première question concernant les retards de paiement. Comment faire face aux problèmes de paiement ou retards de paiement qui impactent lourdement la tâche des acheteurs? Rapidement, je reformule la question d'une autre manière. Comment un acheteur pourrait faire face aux retards de paiement de sorte qu'ils ne se produisent pas? Donc voilà, la question c'est comment éviter ces retards de paiement, bien sûr à travers les bonnes pratiques achats. Deuxième question que j'adresse également à Madame Mounia Khoresh, comment vous allez motiver le décideur à envoyer ses acheteurs à votre formation? À toi la parole, chère directrice achat, Madame. Merci. Merci Amr, merci beaucoup. Des questions très pertinentes. Alors, je répondrai à la première, la problématique du retard de paiement. Alors, quand on parle des achats, on parle d'un processus procure to pay. Donc, on parle depuis la création de la demande d'achat jusqu'au paiement du fournisseur. Et ça, c'est la responsabilité intégrale de l'acheteur. Quand on négocie non seulement les specs techniques, et on négocie aussi les conditions de paiement, les délais de paiement, comment payer, est-ce qu'on paye par effet, est-ce qu'on paye par paiement, est-ce qu'on paye au comptant, est-ce qu'on paye à 60 jours. Et donc, quand l'acheteur s'engage sur un délai de paiement, il a l'obligation de l'honorer. Maintenant, vous allez me dire, eh ben, les achats, c'est une direction à part, la trésorerie, c'est une direction à part, et la communication entre la trésorerie et les achats, c'est pas toujours top. Là, c'est là qu'on retrouve les soft skills dont on a parlé. La communication, le travail en équipe, la collaboration. Donc, si vous ne pouvez pas communiquer, si vous n'êtes pas agile, si vous ne pouvez pas travailler en équipe, c'est que vous n'êtes pas fait pour être un acheteur. Voilà, je suis désolée, je suis crash, mais c'est ça. Donc, c'est votre responsabilité. Par contre, et ce qui fait la beauté de ce master-là, c'est que tous les directeurs d'achat ici réunis vont vous enseigner des techniques pour pouvoir contourner cette problématique. Juste une petite technique rapidement. Alors, je suis acheteur, j'ai toujours un problème avec la trésorerie, ils ne sont pas du tout réactifs, ils ne sont pas du tout efficaces, et moi, je me suis engagée sur un délai de paiement de 60 jours. Et ils payent toujours à 90 jours, 120 jours, qu'est-ce que je fais? Je modifie les délais de paiement, je mets au lieu de 60 jours, je mets 30 jours.
Et donc, les 30 jours de retard que la trésorerie va faire, elles seront absorbées. Donc, je modifie de telle façon à garder à ce que le fournisseur soit payé à temps et bien sûr à garder la satisfaction de mon fournisseur parce que la relation fournisseur, c'est quelque chose qui se travaille et c'est basé sur la confiance. Madame Hasna l'a dit tout à l'heure, c'est pas one shot, c'est dans la durabilité. Et donc, mon intérêt, c'est de garder ce fournisseur et bien sûr de jouer l'avocat du diable et de prendre son parti. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette première question. La deuxième question, comment vous allez motiver les décideurs à envoyer leurs acheteurs à votre formation? Très bonne question. Alors, écoutez, moi, je ne suis pas marketing, je ne fais pas de self-branding, mais je vais vous dire une chose. J'ai fait plein de masters dans ma vie, mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'il ne faut pas rater cette opportunité. C'est un très bon master. Dans la mesure où tout ce qui est académique, vous pouvez le trouver. Vous allez rentrer dans Google, vous pouvez le trouver. Mais ce que vous n'allez pas trouver dans Google, c'est l'expérience de directeur achat ici réunis. Vous n'allez pas trouver l'expérience de M. Serhani, vous n'allez pas trouver l'expérience de Mme Hasna, vous n'avez pas trouvé l'expérience de Mme Iman, l'expertise de M. Amr, ça, vous n'allez pas trouver sur Google. Et vous n'allez pas trouver un autre master qui présente cette brochette, cette magnifique brochette de directeurs achats avec leur expertise qui dépasse 15 ans ou 20 ans, même 20 ans par directeur achat. Alors, c'est l'argument que vous allez dire à vos employeurs. Et je pense, ça c'est plus administratif, je ne sais pas, mais je pense que quand il s'agit d'une formation déjà planifiée, vous avez le support de l'OFPT, je ne sais pas si c'est valable dans ce sens. Et si vous nous montrez vos compétences de négociation, je pense que M. Amr peut vous consentir des réductions importantes. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. C'est Amr, si vous permettez. Si vous permettez. En fait, comme on dit, واحد البرنامج في الجزيرة يدي خلق لي يفترس ياك. Donc حنا خلقنا باش نيغوسيو. Donc si on n'arrive pas à négocier bien nos salaires, si on n'arrive pas à bien négocier nos conditions, on n'est pas acheteur, tout simplement. Il m'est arrivé depuis un an, de négocier une journée 8 millions de dirhams et demi hors taxe. 10 millions de TTC. D'accord? كنشري في العام يلا 6 مليون ديال الدرهم. في نهار واحد نيغوسيات 10 مليون دو TTC. دونك الا نيغوسيت انا 10 مليون في نهار واحد ما نقدرش نقول انا نخلصوا لي واحد الفورماسيون. زعما سي لا مواد دي شوز. في الخدمه القديمه نيغوسي الطوموبيله ديال الكورس. ولا الكورس في العالم كله. Alors, je pense qu'il faut partir de soi-même. Créer le directeur de côté. Qu'est-ce que moi je suis capable d'apporter à l'entreprise? Qu'est-ce que je fais pour l'entreprise? Et derrière, je peux tout avoir. C'est-à-dire que réponse là, la réponse Tania, le bureau AMCA, il est conscient parce que les acheteurs ils sont en train de s'imposer sur la place. Donc, nous, on doit apporter. Donc, alors, notre promesse, c'est d'ici un mois maximum, on a la possibilité de faire l'Assemblée générale digitale. Donc, il y a un grand amendement qui va être apporté par l'AMCA. Et là, la différence de cet amendement, c'est que les entreprises deviennent adhérentes et non pas les acheteurs. C'est-à-dire aujourd'hui, l'entreprise de M. X ou la Madame Y, on va signer avec le directeur général l'adhésion dialogue, où c'est tous les acheteurs du directeur général, ils vont être AMCA. Et donc là, ça va créer un changement radical de la relation AMCA avec les entreprises, parce que AMCA, il va devenir, on va dire, la direction générale devient adhérente avec ses acheteurs à l'AMCA. Donc là, ça crée un gros changement. Et troisièmement, il faut dire que l'AMCA, aujourd'hui, c'est le premier recruteur du pays. Donc forcément, si tu es certifié AMCA, tu as beaucoup plus de chances d'être recruté parce que les directeurs achats ou les machines de cycle, c'est des gens de l'AMCA aussi. Et quand ils ont des besoins, ils ont deux candidats, un certifié AMCA, un certifié AMCA, forcément, ils vont préférer celui qui est certifié AMCA. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a suivi une formation updated, donc actualisée, faite par des gens compétents. Il ne faut pas oublier ça. Donc, je pense que tout est mis en place. Mais Inch'Allah, et qu'on a le cycle certifiant très réussi, mené conjointement, bien sûr, par l'AMCA et l'ESCA, parce qu'il y a une grande expertise de l'ESCA derrière nous qui supporte le projet. Et bien sûr, le standard qu'on oublie d'en parler, le ECCSP, c'est-à-dire que les formateurs qui sont là, malgré leur expérience, ils ont plus d'un siècle d'expérience réunie, en achat, ils ont suivi une formation des formateurs, ils ont suivi des tests aussi pour pouvoir prétendre à faire cette formation.
Bien sûr, qu'il y a derrière le bureau AMCA qui supporte. Donc, je pense qu'il y a tous les ingrédients. L'acheteur, d'abord, il négocie bien sa formation. D'accord, sa formation avec sa direction. Et bien sûr, les acheteurs qui vont payer en individuel, c'est-à-dire à titre personnel, ils ont un prix préférentiel qui n'a rien à voir avec le prix qui est payé par l'entreprise. Et donc, c'est pour encourager les acheteurs, mais l'entreprise elle-même, croyez-moi, au moins d'un an, l'AMCA ou la Marofa. D'accord? Parce que toutes les entreprises fournisseurs de l'AMCA, elles vont être sur un système informatique AMCA pour le sourcing. Donc là, c'est de gros projets stratégiques qui se préparent par l'AMCA. En moins d'un an, l'AMCA معروفة في المغرب كله عند toutes les sociétés. Donc d'ici là, on est en train de faire un effort avec les acheteurs directement de se faire connaître. Ou l'effort pour expliquer l'information pour qu'ils deviennent au moins les ambassadeurs de l'AMCA au sein de l'entreprise, le temps que l'AMCA signe à l'entreprise directement l'adhésion d'elle au sein de l'AMCA. Et là, c'est une autre histoire parce que là, vous allez pouvoir participer à des événements, à des formations en milieu de semaine. Et nous, on va fournir l'attestation de présence, par rapport à vos patrons, même si vous n'êtes pas présent pendant les horaires de travail. Donc, de gros changements ils sont en train d'être instaurés par l'AMCA. Inch'Allah, d'ici là, juste qu'on lance cette première promotion, il est confirmé, si Amr peut le confirmer, va commencer le 10 octobre. Peut-être qu'il y a quelques places, les places s'ils sont bookées. Alors qu'avec le Covid, on ne peut pas dépasser 15 personnes. Déjà 10, ils sont inscrits, donc les 5 qui te présentent, après on ne peut plus recevoir parce qu'il y a des distanciations sociales, qu'il y a des raisons, on va dire, sanitaires qu'on doit respecter. Inch'Allah, pour la deuxième promo, le travail va être beaucoup plus facile parce que l'AMCA il va baliser le terrain avec les entreprises du Maroc. Donc là, ça va être beaucoup plus facile pour nous, pour avoir les formations. Maintenant, le challenge il va être AMCA SK. Est-ce qu'on est capable de former un nombre plus important? C'est-à-dire, si on a demain 50 personnes, 40 personnes qui s'inscrivent, est-ce qu'on est capable de faire toute le new challenge qui va être pour l'AMCA? Maintenant, pour lancer la promotion, on n'a pas de problème à la lancer. C'est Amar, elle est avec nous pour le confirmer. Merci beaucoup, Stéphanie. Un dernier mot, Yacine, avant que je clore cet afterwork. À toi la parole, Yacine. Donc, juste pour partager une petite partie de mon expérience par rapport à la formation. Je me rappelle un jour, bon, j'étais acheteur dans une entreprise et puis je voulais demander une formation. L'entreprise, donc, il a carrément refusé. Il a dit, voilà, on ne va pas vous assurer le paiement de votre formation, sachant que l'OFPPT à cette époque-là assure pratiquement 70%. Ça m'a démotivé un petit peu. Mais quand j'ai pensé et quand j'ai eu une certaine réflexion, il fallait juste, on va dire, faire inverser les deux mots. يعني terre à terre, tout simplement. أنا قريت باش نخدم. Et je suis démotivé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que أنا دابا غادي نخدم باش نقرا. Donc, ma motivation, c'était faire une formation en parallèle dont j'ai supporté les frais. Et d'ailleurs, j'ai reporté la date de mon mariage de 2 ans pour faire mon master en management de la logistique. Et ça, entre nous, c'était avec les parents, on va dire, de ma femme. Ils m'ont dit, voilà, va faire la formation, après 2 ans, on va faire le mariage. Et donc, c'est vrai que la piste financement par l'entreprise n'était pas possible, mais quand j'ai inversé les deux mots, donc, j'ai pu construire un système de motivation qui m'a permis de trouver une deuxième solution. Oui, je vais sacrifier une partie de mon salaire, mais quand même, c'est un investissement pour le futur. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on parle, il faut construire le futur. La formation est l'un des piliers les plus importants pour marquer et pour avoir un avantage concurrentiel durable. Aujourd'hui, pour un poste, il y a 3000 candidats. Ils ont pratiquement le même diplôme. Mais qui va faire la différence? Make the difference, qui est aujourd'hui une compétence dont on est jugé dans les multinationales. Qu'est-ce que tu rapportes? Qu'est-ce que tu as de différent? Tu parles une langue de plus, oui, c'est un avantage concurrentiel durable, compétitif par rapport aux autres, et ainsi de suite. Donc là, la formation reste toujours quelque chose qui va créer la différence, on va dire, dans notre carrière et qui va nous permettre, on va dire, de se distinguer par rapport à la foule. Voilà, merci Siam. Merci Yacine. Alors, avant de clore cet événement, je voudrais dire un mot sur SK École de Management et également l'essence de ce certificat achat.
Alors, ESCA École de Management, je vais communiquer des chiffres, comme ça je vais être court. Première école reconnue au Maroc. Première école qui a pu décrocher la certification ICSB au Maroc. Elle fait partie du top 3 en Afrique. Elle fait partie des 5% des meilleures business schools dans le monde, parce qu'il y a uniquement 5% des business schools dans le monde qui ont parvenu à avoir le certificat ICSB, le plus connu et reconnu par une association américaine qui certifie que ces établissements délivrent des formations qui répondent à des compétences exprimées par le marché. Et ça, vous l'avez remarqué à travers le processus qu'on avait enclenché avec l'AMCA pour concevoir ce certificat. Alors, par rapport au certificat, ce n'est pas en fait une démarche volontariste de la part de l'AMCA et de l'ESCA, loin de là. Donc, nous, quand on a commencé à travailler ensemble, c'est dans le cadre de conférences, c'est dans le cadre de l'élaboration des livres blancs, de réalisation des études, mais c'est la communauté achat qui a exprimé un besoin pour se former afin de répondre aux exigences du marché du travail. Et par la suite, quand on a commencé l'expérience au Maroc, il y a d'autres, je parle sous le contrôle de Yassine Serhani, plusieurs pays africains se sont approchés de nous pour nous dire, s'il vous plaît, il faut concevoir ce certificat dans une version digitale pour pouvoir en bénéficier, parce que même dans des pays arabes et des pays francophones, ils n'ont aucune formation proposée par des établissements dans les achats. Oui, un petit détail, pourquoi ESCA et AMCA, ça aussi tout le monde va le confirmer. Nos directeurs achats, quelques-uns de nos directeurs achats ont fait leur étude à ESCA École de Management et deviennent aujourd'hui des directeurs de multinationales. Pourquoi? Parce qu'à ESCA École de Management, aujourd'hui, on en est à la 15e promotion du master achat et logistique au Maroc. 15e promotion, 15 ans. Donc, dans quelques mois, on va attribuer les diplômes de master à nos lauréats. Avec qui? Avec Grenoble École de Management. Parce que le master achat École de Management est en partenariat avec Grenoble École de Management, qui est classé 5e ou 6e en France, qui est également accrédité ICSB. Donc voilà, l'objectif en fait, ce n'est pas la formation en soi par AMCA ou ESCA, mais plutôt comment ensemble on va contribuer à l'amélioration de la performance des entreprises marocaines pour faire face au phénomène de globalisation, au phénomène de régionalisation et également pour faire face à cette nouvelle normalité. C'est ça notre mission. Et on souhaite répondre à cette mission à travers ce certificat dont la petite échelle que nous maîtrisons, c'est le des achats. Donc voilà, je vous remercie énormément. Je remercie nos directeurs achats. Tout le temps, ils sont avec nous par volontarisme. Imaginez Madame Mounia Khouresh, après 8 heures de travail dans la direction achat Lafarge, elle est avec nous depuis 18h30 jusqu'à 21h. Donc, c'est du propre volontarisme. Il n'y a aucun autre argument qui va la pousser à être avec nous pour pouvoir partager son expertise. Idem pour Yassine Serhani, ça fait maintenant 2 ou 3 ans qu'il travaille avec ESCA. Et le seul objectif, c'est pouvoir ériger la fonction achat au Maroc. Donc voilà, je termine sur cette conclusion. Si vous avez des questions administratives, vous pouvez vous approcher de Madame Mejdouline Idakaïn qui va répondre à toutes les questions administratives et les modalités d'inscription. Sur ce, je vous remercie. Passez une bonne soirée et à la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir et bonne fin de soirée.